Bonjour, je m'appelle Coralie. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Aujourd'hui, plus que jamais, on parle de sens dans nos vies. Aussi, je vous propose de découvrir des interviews de professionnels passionnés de toute la francophonie qui mettent au quotidien du sens dans leur vie et peut-être vous donner des pistes pour mettre plus de sens dans la vôtre. Si vous appréciez cette chaîne, merci de vous abonner et de liker en dessous. Bonne journée et à très bientôt. Bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et ensemble, nous allons accueillir Sophie Bacon. Bonjour Sophie. Bonjour Coralie. Enchantée de t'avoir aujourd'hui avec nous. Alors, pour commencer, quelle est ton activité? Alors, elle est multiple et plutôt que mon activité puisqu'elle utilise un terme qui n'est pas connu, je suis posturopédagogue. Mais avec ça, je ne vous ai pas vraiment dit ce que je faisais. On a une petite idée. Posturo, ça nous parle un peu de posture quand même. Hein. Oui, mais bon, laquelle? Oui, tout à fait. Alors, raconte. Oui, donc en fait, c'est plus le public et les spécificités de mon métier. Donc, je suis spécialisée dans l'accompagnement au travers des réflexes archaïques, notamment. Et j'ai une casquette spéciale pour les profils atypiques, donc HP, HPE, HPI, etc., etc. En tout cas, les personnes qui se sentent pas dans le moule, les enfants et les adultes. On se demande pourquoi tu as choisi ça. Ah, c'est une question à laquelle je pourrais répondre, qui prendra un tout petit peu plus de temps, mais oui, effectivement. Tu te retrouves certainement dans ces profils. Oui, en réalité, j'en suis venue à faire ce que je fais et j'ai découvert il y a une dizaine d'années, effectivement, que je comprenais un petit peu mieux pourquoi pendant toutes ces années, j'étais pas rentrée dans le moule, je comprenais pas pourquoi les gens me comprenaient pas. C'est ça. Maintenant, ça va un peu mieux. Ouais, bah oui, ça permet d'être plus en paix avec soi et avec l'entourage une fois qu'on arrive à malgré tout rentrer dans certaines cases, même si c'est hors case, mais quelque part on se reconnaît comme étant comme d'autres d'ailleurs, différents mais pas si différents que ça quoi. Donc, Voilà, c'est ça. Alors, ce qui fait ma spécificité, c'est que moi, je l'ai jamais vécu comme un problème et donc en fait, j'accompagne les gens à le vivre comme un potentiel. C'est ça qui est important en fait. Peu importe l'étiquette, peu importe test, pas test, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de bien vivre, qu'on soit vert, bleu, jaune, carré ou rond. L'important, c'est d'être heureux. Donc pour revenir à ton activité, tu as dit posturo Pédagogue. pédagogue. Pourquoi? Parce que j'enseigne la posture psychique, la posture physique et la posture émotionnelle. D'accord, oui, c'est pas seulement sur le corps physique. C'est ça. Je ne suis pas posturologue. D'accord, c'est ça la différence. OK. Et alors, tu as parlé d'enfants comme d'adultes, tu accompagnes tout type de personnes? Oui, parce qu'en réalité, les personnes viennent pour des motifs différents. Souvent, les enfants vont venir parce qu'il y a des difficultés à l'école, des difficultés de comportement, des difficultés d'apprentissage. On va être plus sur ce genre de profil-là. Chez les adultes, ça va être autre chose, pardon. Ça peut être des douleurs physiques récurrentes, des blocages émotionnels, des pensées limitantes, des problèmes de légitimité. Donc, on peut travailler de la même façon, enfin, avec la même technique, mais pas tout à fait de la même façon, plus exactement. D'accord. Et est-ce que, comme tu disais que tu t'es adressée à un type de personne particulière, non, un type donc particulier, est-ce que tu fais passer des tests ou tu accueilles les personnes comme elles sont et sans nécessairement passer par un test? Alors non, je fais pas de test moi. Alors ce qui est rigolo, c'est que souvent je suis la dernière personne qu'on vient voir. Donc dans mon entourage professionnel, c'est un petit peu les personnes qui sont je vais pas dire en errance médicale, mais pas loin. À la fin, finissent par rencontrer quelqu'un qui me connaît, qui dit tu sais quoi, va voir Sophie. Ou appelle Sophie, puisque comme je travaille aussi sur certaines choses à distance, voilà. Donc en réalité, non, il n'y a pas il n'y a pas vraiment un public particulier, tu vois. Voilà, les gens passent la porte et en fonction de ce qu'ils amènent, eh bien, on travaille avec les différents outils que je possède. D'accord. Et tu fais cette activité depuis combien de temps? Alors, en réalité, je suis thérapeute depuis 10 ans. Mais ça fait 5 ans que je me suis spécialisée dans l'accompagnement au travers des réflexes archaïques qui vraiment passent par le corps. Donc, c'est une première entrée. Et après, j'ai d'autres outils avec lesquels on peut travailler un petit peu plus sur d'autres plans, notamment évidemment
on travaille toujours sur le plan émotionnel, mais on va dire, on va avoir accès différemment, justement à la partie émotionnelle, connue ou inconnue de la personne. D'accord. Et quand tu parles de réflexes archaïques, c'est quoi? C'est les réflexes qu'on a à la naissance? C'est ce type de réflexe-là? Oui, tout à fait. Les réflexes archaïques, c'est même avant la naissance, c'est intra-utéro et c'est tout au long de la vie qu'on doit les entretenir. Donc, Mmh. beaucoup de gens connaissent le réflexe de grasping qui est, je place quelque chose dans la main du bébé, un doigt ou un crayon et hop, il va serrer la main ou on le voit avec le poing serré comme ça, quand il est Mmh. tout. Bon, ce réflexe, il est censé avoir un développement, maturer, puis D'accord. s'intégrer et donc ne plus être parasitant en fait. Mmh. Un réflexe de grasping, un réflexe d'agrippement palmaire non intégré, chez l'enfant, bah, ça va prendre un aspect surtout au niveau de la prise de crayon, des prises Mmh. palmaires ou des prises avec quatre doigts, etc. Donc avec une écriture qui n'est pas fluide, qui peut même être douloureuse. Chez l'adulte, on peut retrouver la même chose, mais on va aussi retrouver beaucoup de caractéristiques psychologiques. Les personnes qui ont encore un agrippement palmaire, on va retrouver des fumeurs, alors c'est des généralités, hein, mais on va Mmh. retrouver des fumeurs, on va retrouver des gens qui sont beaucoup dans le contrôle, qui n'arrivent pas à lâcher prise, Mmh. voilà, des personnes aussi qui ont du mal à être généreux. Ça peut- Ah oui, c'est vraiment même, physiquement, on le visualise bien. D'accord. voilà. Donc des profils comme ça. Donc les gens viennent pas évidemment en me disant Bah, je bien sûr. suis Picsou, je voudrais être l'être Ouais. moi. Mais c'est vrai que ça permet aussi de faire comprendre à l'adulte que en fait quand il est bloqué dans son schème moteur, c'est ce qu'on appelle un schème moteur, hein, c'est un mouvement, un schème moteur, c'est une ouverture, une fermeture. Eh bien, il est bloqué aussi psychologiquement. Voilà. Mmh. C'est un travail un petit peu différent avec les enfants. On va travailler, on va pas forcément rentrer sur les causes ou les conséquences, hein. On ne sait pas pourquoi exactement on a des pistes, hein, mais Mmh. on peut pas dire, ça c'est pas intégré pour telle raison. C'est multifactoriel. D'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le travailler à tout âge. Ah oui, oui, oui et c'est même, une invitation parce qu'en réalité, les réflexes archaïques sont la base, du mouvement Mmh. et il est nécessaire de continuer à bouger et effectivement, si je suis coincée dans un mouvement, bah, c'est compliqué d'avoir une gestion de mon corps, D'accord. donc de mon corps physique déjà, dans l'espace et puis, donc des personnes qui manquent de coordination, c'est souvent en lien avec ça et donc continuer le mouvement, donc venir faire, rencontrer quelqu'un, parce que je suis pas la seule, hein, mais Mmh. rencontrer quelqu'un qui travaille sur les réflexes archaïques, ça permet aussi de prendre conscience, bah, justement des choses que peut-être je peux mettre en place dans ma vie au quotidien pour être mieux dans mon physique et dans ma santé. Et il y en a combien des réflexes archaïques? Ah, Beaucoup. il y en a beaucoup. Ah OK. Ouais, il y en a beaucoup. Il y a des réflexes qui sont vraiment physiques, c'est-à-dire qu'on peut vraiment les tester et les voir visuellement. Il y a des réflexes qui sont plus subtils, et qu'on va tester plus avec, des tests de kinésiologie, et cetera. Par exemple, ce qui me vient là maintenant, c'est de vous partager, il y a un test, par exemple, on teste, un résidu de cordon ombilical autour du cou. Mmh. Donc évidemment, alors il y a des personnes, ça va se voir malgré tout, parce qu'elles vont dire qu'elles supportent pas les pulls à col roulé, Oui, qu'elles c'est vrai. n'aiment pas les foulards, et cetera, ou les colliers qui serrent, et cetera, et cetera. Mais on va quand même vérifier si le réflexe est encore présent. Donc il y a une dynamique physique, mais il y Mmh. a une dynamique émotionnelle. Et le travail de l'accompagnant, comme je suis, c'est de libérer en fait tout ça et remettre l'information dans le système nerveux pour que la personne soit en sécurité. D'accord. Bah, écoute, j'avais entendu un peu parler des réflexes archaïques, mais je soupçonnais pas tout ce qu'il y avait derrière. Donc ça commence par quelque chose qui va être sur le corps, Oui, dans un faire un premier temps. bilan, une observation, D'accord. évidemment une anamnèse, une observation et puis surtout, quel est l'objectif de la personne? De toute D'accord. façon, pourquoi elle vient et qu'est-ce qu'elle veut améliorer? Mmh. Alors moi, l'avantage que j'ai, c'est vrai que comme j'ai une palette d'outils très, très large et que je fais de la communication intrapersonnelle, ça me permet aussi d'accompagner les personnes à cibler en fait, par où on va commencer, hein. J'ai des personnes qui viennent, avec, un objectif qui est beaucoup trop important Mmh. par rapport au démarrage ou par rapport où elles en sont. Donc on recalibre et puis, on avance comme ça et D'accord. effectivement, on fait un bilan avec des tests.
D'accord, OK. Et ça dure, ça dépend des personnes, j'imagine, mais c'est assez long? C'est moyen? Non, un bilan, c'est 1 heure. En 1 heure, on fait pas 1 heure de test parce qu'il y a beaucoup d'échanges aussi, mais en 1 heure, on a déjà fait un bilan. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas faire à distance. Bien sûr, Heu, ce que j'allais te par demander, ta limite, c'est ça, quoi. Tu es obligé d'avoir un contact physique pour la première séance au moins? Oui, 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 oui. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va réinformer par le corps. Mmh mh. Donc, même si on faisait un bilan, j'allais dire, visuel, je pourrais, hein, si je demandais à la Mmh, personne, oui. d'avoir quelqu'un avec elle, d'indiquer les tests à faire, mais il y a des choses subtiles évidemment, heureusement d'ailleurs, c'est pour ça que Mmh. c'est un métier quand même, et puis ensuite on fait des intégrations sur le corps. D'accord, et après ça peut durer combien de temps cette intégration? C'est en Alors moyenne, je veux dire? Parce que C'est j'imagine c'est différent c'est à chaque personne. voilà, c'est ça, exactement, on est sur de l'humain. Moi, j'invite toujours les personnes à faire au moins 3 séances après le bilan D'accord. pour arriver à percevoir qu'il y a quelque chose qui se met en place. Mmh. Sachant que chaque séance est espacée de 15 jours à 3 semaines. Donc D'accord. c'est pas, voilà, c'est pas de la séance hebdomadaire. Mais effectivement, quand je travaille avec des enfants, avec, des objectifs qui peuvent être très larges, comme la concentration, l'énurésie aussi, voilà, moi je me suis spécialisée aussi dans la rééducation du geste graphique, Mmh mh. parce que c'est encore autre chose, c'est-à-dire que c'est la suite, hein. Une fois Oui. que les réflexes sont intégrés, on va pouvoir écrire. Donc quand on a des objectifs comme ça, bien effectivement, on va faire plus de séances. Mais je suis pas quelqu'un qui, qui accroche ses patients. Donc moi, au bout d'un moment, je dis: «Bon allez, c'est bon là, hein, on fait une pause, vous Mmh mh. déjà D'accord. profitez des acquis et puis Ouais, revenez si vraiment, il y a des besoins». d'accord, et avant d'être thérapeute, tu faisais un autre métier? Ah oui, j'étais, alors j'en ai fait pas mal. D'accord. Mon premier tout premier métier, c'était prof. J'étais Mmh. prof. D'accord. J'étais prof d'espagnol. Mais je suis pas restée prof longtemps parce qu'on m'a demandé de rentrer dans le cadre et Ça allait pas ça ça? passait pas. Donc je suis sortie de là et j'ai terminé ma carrière, cadre international, à l'étranger. D'accord. Voilà. Donc c'est quand même très différent ce que tu fais aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris ton virage vers, l'accompagnement, le soin? C'est une bonne question. Alors, je pense qu'à la base, je me rendais compte quand même que j'accompagnais beaucoup les gens qui m'entouraient, je les écoutais beaucoup, voilà, et puis un jour je me suis dit: «Peut-être que tu pourrais tu pourrais Ouais, te faire payer pour ça». c'est ça. Je pense que la réflexion était un peu venue de ça, et puis après, bah, il y a l'expérience personnelle en fait, Mmh mh. des découvertes, une envie de comment, de comprendre certaines choses de mon côté, de moi-même, Ouais. et puis du coup, ça m'a donné envie. Alors j'ai une boulimie de savoir et une boulimie de partage, Mmh mh. donc voilà, quand je touche quelque chose qui me plaît, je m'y forme souvent. Ouais. Alors un peu moins avec les années, on apprend à réfléchir parce qu'on est un Ouais. peu lassé aussi des formations. On se dit: «Oh là là, qu'est-ce que je fais là?» Mmh. Mais voilà, donc j'ai commencé comme ça par moi aussi, et puis du coup, naturellement, c'est venu d'accompagner les autres, en fait. Mmh mh. Et quand tu étais enfant, petite fille, est-ce que tu étais déjà, une petite fille qui était là pour écouter, aider, accompagner les autres ou pas du tout? Ah, la petite fille que j'étais, elle a pas été petite fille très longtemps, en fait. Mmh. Donc je te dirais que je pense que j'étais très, très connectée. Ouais. Et il y a eu un événement dans ma vie, alors, exactement ce qui a engendré ça, je ne sais pas, mais à l'âge de 12 ans, j'ai, eu le souhait de me suicider, Mmh mh. et il y a vraiment eu un avant et un après. D'accord. Donc bon, pour les gens qui connaissent un petit peu l'énergétique, ça peut leur parler, il y a comme en fait une fissure qui se crée, et là, il y a eu un basculement, et en D'accord. fait, il y a eu comme un changement je vais dire de personnalité, c'est pas tout à fait ça, mais Mmh mh. presque, et à D'accord. partir de là, en fait, je n'étais plus une petite fille de toute façon. Mmh mh. D'accord. OK. Donc là, tu dis que tu es thérapeute donc même de quand même depuis longtemps. Est-ce que tu vois une évolution dans ton activité? J'imagine que oui, puisque toi, tu continues à recevoir des enseignements, si j'ai bien compris, et à te former et t'intéresser à ce qui se passe autour de toi. Par rapport au public que tu accompagnes ou par rapport à ta technique, comment ça évolue? Oui, alors c'est vrai que,
Quand j'ai commencé à travailler avec les réflexes archaïques, j'y suis venue, je vais juste te faire ce pont avant de répondre à ta question, j'y suis venue parce que j'ai créé une méthode de remédiation pour la lecture et l'orthographe. Donc, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé la langue et en fait, quand je vivais à l'étranger, je suis revenue en France. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément, on parlait beaucoup de dyslexie. Et je n'arrivais pas vraiment à comprendre ce qui pouvait avoir fait une augmentation comme ça de ces cas-là. Bref, je la fais courte. Donc, plutôt que d'arriver à chercher des réponses, enfin plutôt de continuer à chercher des réponses, j'en suis arrivée à créer une méthodologie pour aider les enfants à reprendre les rails de l'école. Et puis, un jour, effectivement, en continuant mon parcours de formation, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé des réflexes. Et puis, j'ai eu l'occasion de mettre en place des petits exercices avec un de mes élèves qui était venu en stage. Et j'ai été, c'était des stages de 10 jours que je faisais et que je fais toujours d'ailleurs quand il y a besoin. Et j'ai été estomaquée des résultats. Et donc, en fait, j'ai commencé à appliquer ça avec les enfants qui venaient et puis je me suis formée. Et finalement, je me suis dit, prenons le problème dans l'autre sens, prenons les réflexes d'abord et ensuite, on ira travailler sur les compétences scolaires. C'est pour ça que j'en suis venue à ça. Donc, qu'est-ce que j'ai observé? Déjà, quand j'ai commencé, moi, à faire ces accompagnements, je voyais bien que j'avais des enfants qui étaient considérés comme bêtes. Je vais dire bête, hein, simplement. En tout cas, c'était ce qu'ils me disaient. Moi, j'ai des enfants qui m'ont raconté des retours d'enseignantes, mais on a envie, en tant qu'adulte, d'aller la voir. Et donc, du coup, j'avais ces profils que je voyais déjà différents, avec des enfants très, très vifs, très rapides. Et donc, déjà, voilà, j'ai découvert qu'ils étaient la plupart tous HP, ou en tout cas très, très avancés. Et quand je me suis installée en accompagnement autour des réflexes, au début, on n'en entendait pas du tout parler, c'est quelque chose qui n'existait pas. Et donc, j'avais des parents qui avaient quand même, qui venaient me voir, une certaine connaissance ou en tout cas un certain intérêt pour les choses alternatives. Et aujourd'hui, c'est vrai que déjà, j'ai des parents qui on va dire, qui viennent de tout horizon, avec des enfants qui, je pense, quand même, ont évolué, ont changé. Même si au niveau émotionnel, la maturité ne va pas plus vite, effectivement, au niveau intellectuel, on a des enfants qui sont beaucoup plus matures, ce qui peut souvent créer justement aussi un décalage entre l'émotionnel et l'intellectuel. Et dans cette évolution, ce que j'ai remarqué aussi, c'est une grosse évolution au niveau du rapport de l'enfant à l'adulte, ce qui m'amène quand même beaucoup à faire des séances de parentalité pour remettre en fait du cadre et retravailler l'environnement. Quand j'ai des enfants qui viennent, enfin des parents qui me demandent des consultations pour des difficultés de gestion des émotions ou de comportement, je commence d'abord par les parents pour avoir une connaissance de l'environnement, laisser aussi aux parents l'espace de s'exprimer, pour me raconter vraiment ce qui se passe, parce que si l'enfant est présent, c'est pas possible. Et ensuite, je prends l'enfant. Mais je peux pas travailler que sur le symptôme. Il faut aussi travailler sur la cause. Et ça, c'est vrai que je trouve que ça a évolué et on a une génération d'enfants qui, finalement, est en souffrance. Enfin, c'est mon regard, hein, c'est mon avis, parce que pas assez de limites. Ça ne veut pas forcément dire de la sévérité, mais pas assez de cadre. Et ils sont un peu perdus. Et comme intellectuellement, ils vont très vite, on a tendance à les pousser. Ou en tout cas, c'est sûr que c'est super hein, de pouvoir avoir une conversation avec un enfant dès 8 ans, sauf que émotionnellement, il n'est pas prêt. Et ce décalage crée beaucoup d'insécurité chez les enfants. Et je trouve qu'il y en a de plus en plus. Et j'incriminerais aussi beaucoup tout ce qui est consommation d'écran, voilà, qui n'est pas adapté à leur âge. Je pense avoir répondu à ta question. Oui, mais justement pour aller dans ton sens là, j'imagine que le confinement, tu as dû voir des choses quand même chez les enfants qui étaient assez, je ne veux pas dire catastrophiques, mais on a ressenti quand même beaucoup de souffrance pour tous ces petits enfants qui se posaient beaucoup de questions. Oui, alors c'est vrai, tu as raison. Et il y a eu, étonnamment, il y a eu plusieurs situations. Il y a eu des situations où le confinement a été salvateur pour les enfants. Les parents ont vraiment compris
quelles étaient leurs difficultés, quels étaient leurs besoins, à faire les devoirs avec eux, à être avec eux, etc. Enfin, c'est un retour de parents, hein, ça c'est pas moi Ouais. qui le dis, c'est Mmh. vraiment les parents qui me l'ont dit. Effectivement, il y a eu d'autres cas où les parents ont été mis sacrément en difficulté. Parce que pas du tout, c'est pas des enseignants, ils sont pas là pour ça. Il faut rajouter que la plupart étaient quand même en train de travailler en télétravail, ceux qui étaient présents à la maison, hein, tout le monde n'était pas en train d'attendre que ça passe. Et effectivement, les enfants ont été beaucoup livrés à eux-mêmes. Ce qui fait que, j'ai eu le cas d'une maman qui m'avait contactée, via internet et qui avait un petit garçon de 4 ans, donc on est sur un enfant, qui était, covid donc à 2 ans. Et en fait, elle m'expliquait qu'il avait énormément de retard de langage, qu'il ne parlait que, du dessin animé qu'il regardait, et cetera, et cetera. Et en fait, on a échangé un petit peu et elle m'a avoué qu'elle l'avait laissé, énormément devant la télévision, ou devant la tablette, enfin peu importe, en pensant bien faire, en Mmh. pensant, lui donner, de la stimulation, de des enseignements, de la pédagogie, et cetera. Et en fait, pas du tout. Et l'enfant ne développait pas le langage. Donc on a échangé, elle a rectifié le tir, elle a complètement, arrêté, ce qui a été très, très compliqué parce que l'enfant, Absolument. avait énormément de mal à gérer la frustration. Il faut savoir que, c'est de l'immédiateté, hein, tout ça. Mmh. Donc la frustration, c'est de l'attente et ça, ils s'en sont pas capables. Mmh mh. Et donc il y a une petite période de crise, hein, quand on fait ça, mais qui passe quand même relativement vite. Et finalement, eh bien, il a pu, assez rapidement rattraper son retard. Mmh. Donc D'accord. parce qu'il avait 4 ans, Oui. Heureusement qu'il avait que 4 ans finalement. c'est ça. C'est Quand plus c'est plus tard, ça vient aussi, il y a toujours possibilité, mmh, mais ça prend plus du temps. compliqué. D'accord. Et toi aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte de faire cette activité? Oh bah, moi j'adore mon métier, moi, c'est d'ailleurs, je suis incapable de m'arrêter, c'est très, très compliqué, Mmh. j'ai un compagnon qui me pousse à prendre des vacances. Et moi, Ah, j'aime bien faire ce que je fais. d'accord. Qu'est-ce que ça m'apporte? En quel Bah, sens, tu donnes? oui, ça déjà moi je pense que je ça me donne du sens à ma vie certainement, hein, très Mmh. honnêtement. Voilà, j'espère apporter ma petite pierre à l'édifice. C'est vrai que, j'attends pas de reconnaissance particulière des gens qui viennent me voir, mais c'est toujours agréable de voir un enfant qui va mieux, un enfant D'accord. voilà, qui est bien dans ses baskets, qui fait des progrès. C'est super quoi, c'est génial pour lui. Voilà et puis des adultes aussi qui arrivent à avancer dans leur vie alors que ça faisait, longtemps qu'ils étaient en stagnation, c'est génial quoi, Ouais. c'est beau quoi en fait, Mmh. ça j'allais dire ça met du soleil parce que dans la société dans laquelle on vit, Oui, c'est il y vrai, a tu des as fois, raison. c'est pas facile, heu et donc voilà, donc ça voilà, ça me rend très heureuse. D'accord, bah, c'est une très bonne réponse. Elle est tout à fait agréable à entendre. Est-ce que toi aujourd'hui tu te fais coacher, tu te fais accompagner? Oui, régulièrement. Mmh. Alors, coacher au sens stricto sensus, non, Mmh mh. mais accompagner, oui, régulièrement, ouais. Oui, oui, tout à D'accord. fait. C'est un Je pense besoin. que c'est Mmh mh. indispensable. Mmh. Disons qu'on peut pas aider les autres si on ne s'aide pas soi-même. C'est ça. On a des zones, d'ombre, des zones de Mmh. travail, des résonances aussi, hein, avec les autres et donc et avec les consultants, les gens qui viennent nous voir. Donc c'est important d'être le plus clean possible quoi, en fait, hein, déjà. Ça, c'est la première chose Mmh et mh. puis ensuite, je pense que c'est une moi, je conseille à tout le monde de se faire une petite séance de temps en temps, quelle qu'elle soit, que ce soit, du massage, que ce Mmh. soit, de la réflexologie, de l'hypnose, bref, ce qui parle à la personne, en fait, ou d'autres techniques, plus énergétiques, où effectivement, voilà. Je pense que c'est important, ouais. Oui, tout Mmh. à fait et D'accord. puis l'émergence de tous ces, de toutes ces techniques et de tous ces thérapeutes et de tous ces coachs qu'on voit, c'est certainement qu'il y a du besoin quand même. Mmh, aussi. Alors justement, toi, quand tu as besoin, parce qu'on sent beaucoup de d'énergie chez toi, mais je suppose que comme tout le monde, tu as besoin de te ressourcer. Alors qu'est-ce que tu fais pour te ressourcer? Alors je suis prof de yoga D'accord. accessoirement quand je m'ennuie, donc je pratique énormément, énormément le yoga tous les jours.
Mmh. Donc le yoga, la méditation, ça m'aide beaucoup. Et après je voyage. Mmh. D'accord. Voilà, C'est je ça voyage, qui je pars. Je pars, c'est la meilleure façon. Si je reste ici, enfin, si je reste près de chez moi, mmh. je suis incapable de m'arrêter. On a bien compris que c'était un peu compliqué. Alors dis-moi, quel est ton prochain grand rêve? Mon prochain grand rêve, bah, écoute, ce qui vient, c'est ce que ce que j'ai envie de poser aujourd'hui. Des rêves, j'en ai beaucoup. Mmh. J'en ai un beaucoup plus grand, mais le premier, ce serait d'arriver vraiment à, mettre en ligne, en fait, la méthodologie que j'ai créée, pour les enfants qui sont en difficulté, au niveau de l'apprentissage de la lecture et de l'orthographe. Ça, Mmh. c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et j'ai un peu de mal. Mmh. J'ai du mal, pas parce elle est tout est prêt, tout ça, mais je procrastine un petit peu quand même Mmh. sur le sujet, certainement, à cause de la technique. Oui, Donc ça serait je vraiment, comprends. pour moi, Mmh. ça serait vraiment bien que ce soit posé et puis surtout que ça serve, en fait. C'est mon Mmh. Le fait de le mettre en ligne, c'est pour que, voilà, pour que les gens puissent y avoir accès, que ce soit des enseignants, des parents en instruction famille, des parents avec des enfants en difficulté et voilà. Ça serait déjà, tu vois, c'est pas mon plus grand rêve, mais c'est Mmh. déjà une belle étape Mmh. et mon plus grand rêve, ça serait certainement de monter ma propre école. Mmh. C'est ce que j'allais te demander, est-ce qu'un jour tu comptes enseigner ta méthode? Du coup, oui. Voilà, ça serait Mmh. bien. Ça veut dire quoi exactement? Hem, alors, créer une école, mais une école, pour les enfants. Mmh. Donc aujourd'hui, on voit l'émergence d'écoles, alternatives. Je suis parfois mitigée, sur certaines pratiques pour en avoir visité quelques-unes, avoir reçu moi aussi des enfants qui avaient été dans des structures comme ça. Je pense que c'est bien. C'est pas forcément adapté à tous les enfants. Faut Mmh. aussi en être conscient, hein. C'est pas parce que nous, en tant que parents, on se dit: «Ouais, c'est bien», non, il y a des enfants qui sont très très cadres et qui aiment beaucoup aussi l'école traditionnelle, on va dire. Hein, si on a des enseignants bienveillants, ça peut aussi bien se passer. Mmh. Mais en fait, effectivement, ce serait une école qui prendrait ces enfants qui sont donc un peu hors cadre ou en difficulté, mais pas forcément pour leur faire quitter l'école définitivement. C'est-à-dire que on vit dans une société où, que je sache, la frustration, les obligations, la vie sociale, tout ça, ça existe encore Oui, et c'est et sûr. c'est une bonne chose et l'école a aussi cette caractéristique, elle est pas là pour éduquer, mais parce que ça, c'est le travail, des parents, mais elle est là vraiment pour donner aussi ce cadre, et d'apprendre, bah, que des fois, on fait des choses qui nous paraissent pas utiles, mais qui peuvent un jour aussi, le devenir et Mmh. c'est une ancienne élève, compliquée qui On en parle. parle. Justement, tu sais de quoi tu parles certainement. Un petit peu, ouais, ouais. Mais je pense que si les enseignants sont, mieux traités, et mieux formés, alors, il y a beaucoup de vocations quand même. C'est un métier à Mmh. vocation. Aujourd'hui peut-être moins, mais normalement c'est un métier à vocation et si les enseignants sont bienveillants, même dans une école, traditionnelle, et bien ça fonctionne. Mmh. C'est juste ça, en fait, c'est que l'enfant, il est face à un adulte en qui il met entièrement confiance et si l'adulte n'est pas bienveillant, forcément, l'enfant ne peut pas avoir accès à ce qui est nécessaire pour lui. Mmh. C'est sûr. Juste, je vais revenir à tout à l'heure, j'ai oublié de citer que sous la vidéo, il y aura tes liens, bien sûr, concernant ton activité. En attendant que ta méthode soit en ligne, il y aura quand même d'autres choses et puis que tu nous dises où est-ce que tu es? Parce que pour les personnes qui veulent te voir, en physique, c'est possible et donc tu es Oui. dans quelle ville? Alors, pour me voir en physique, je suis à Toulouse. Voilà, donc ça c'est Et voilà mais comme je te disais, il est possible, alors pas sur les réflexes à proprement parler, mais de ouais. faire des consultations, que ce soit sur la parentalité, sur le sommeil aussi des enfants, et cetera. Je fais quand même pas mal de choses à distance aussi. D'accord. Bon, on retrouvera tout ça en dessous.
Alors, une question que je pose à toutes les personnes que j'interviewe, et il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse parce que je me rends compte que j'ai des réactions quelquefois, concernant l'organisation. Je voudrais savoir quelle est ton organisation? Est-ce que tu as des trucs, des astuces que tu peux partager? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as mis en place qui a changé ta vie au niveau de l'organisation? Sachant que pour moi, il n'y a pas de bons élèves parce que bien organisés, de mauvais élèves parce que mal organisés. Je pense que tout est possible et c'est à chacun de trouver son bonheur, dans sa façon d'être. Donc, voilà. Ma question est donc toi, est-ce que tu as des trucs ou est-ce que comment tu t'organises? Alors oui, au niveau du cabinet, comme il y a quand même un travail avec les rendez-vous, enfin, voilà, tout ça, c'est de l'organisation, ça prend beaucoup de temps. Moi, j'ai complètement externalisé, donc les personnes passent par un site, prennent rendez-vous en ligne et sont autonomes là-dessus avec des rappels, etc. Ça a changé complètement la dynamique. Parfois, certaines personnes souhaitent me parler au téléphone, donc j'accorde un temps, mais un temps qui est court parce qu'en réalité, je vais reposer les mêmes questions lors du rendez-vous. Donc c'est vrai que c'est et puis j'ai envie de dire maintenant les gens sont habitués à prendre rendez-vous en ligne, Oui. voilà, donc après il y a moyen de me contacter par mail, et cetera. Parfois c'est plus facile, et puis parfois je prends le temps, ça dépend des cas. Mais oui, ça a vraiment changé, mon organisation parce que ça m'a fait gagner beaucoup de temps, et ça me permet d'être plus disponible effectivement, du coup pour les rendez-vous en présentiel. Et la deuxième chose, je pense qui pour moi est vraiment essentielle parce que vu la quantité de choses qu'il y a dans mon cerveau et la vitesse à laquelle je traite les informations, j'ai besoin de prendre des notes, donc des to-do list. Voilà, j'ai des listes de choses que je dois faire, ce qui fait que ça m'évite en fait de les ruminer. Vous savez, Mmh. le truc de ah oui, il faut que je pense à, ah oui, il faut que je pense à. Et en fait, bah non, je pense pas parce que je l'ai écrit. Mmh. Écrit sur une feuille de notes de mon téléphone ou sur ma tablette en tout cas. Enfin voilà, il y a toujours un et donc j'ai ma to-do list, hein, ce qu'on appelle une to-do list qui permet aussi de voir, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, voilà. Donc ça m'aide beaucoup au niveau de l'organisation. Mais sinon, globalement, je suis quelqu'un d'assez désorganisé, bordélique, je dirais. Mmh mh. Non, c'est un peu exagéré quand même. Non, un peu désorganisé et à chaque fois que je range, c'est la cata. Tu te retrouves plus et ça, c'est aussi bien perso que pro alors? Non, je suis quand même plus organisée. Là, je suis en train de passer justement sur une version digitale, Mmh. ce qui est compliqué pour moi parce que je prends beaucoup de notes. Donc, j'ai eu un beau cadeau de Noël avec de quoi écrire sur ma tablette, Ouais. parce que j'aime bien écrire quand j'écoute les gens. J'aime pas trop Mmh. passer par le clavier. J'aime bien écrire et donc voilà, passer sur du digital pour, justement plus avoir, à trimballer mes dossiers parce que des fois je les emmène à la maison, Mmh. heu je reviens au cabinet puis: «Ah mince, je l'ai oublié, il est à la maison». Voilà, enfin ça peut m'arriver. Donc voilà, essayer de digitaliser, ça aide aussi, un petit peu, dans l'organisation. Mmh. Mmh, d'accord. Bon alors une question, je pense que j'ai un petit peu ma réponse, mais quand même. Est-ce que tu kiffes ta vie, Sophie, aujourd'hui? Ouais, grave. Ouais, ouais, j'ai beaucoup de chance. Je me la crée, hein, C'est ce la que chance, j'allais te c'est dire, elle vient d'où cette chance? C'est que tu voilà. as été la chercher? Mais j'ai beaucoup de chance parce que c'est vrai que je vis de mon activité, je vis d'un métier que j'aime faire. Je pense que je me suis toujours dit toute ma vie, à chaque fois que je me levais le matin et je me disais, j'ai pas envie d'aller bosser. Je me disais, c'est bon, il est temps de changer. Mmh. Et donc, j'ai eu un rythme assez soutenu de changement professionnel, parfois pas forcément choisi, mais qui tombait à pic. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis pas ça. Mmh. Je me dis pas le matin, j'ai pas envie d'y aller. Non, non, même fatiguée, j'ai envie. D'accord et est-ce que c'est pas ça qui donne du sens, ou ton essentiel à toi? Ce serait ça? De te lever avec, plaisir, d'aller faire ce que tu aimes faire quoi, tout simplement et en plus d'être rémunéré pour ça? En plus, voilà, c'est ça, mais moi, c'est ce que je souhaite à tout le monde, Ouais. c'est effectivement de se lever le matin en se disant qu'ils vont faire quelque chose qui leur plaît. Vivre s genre, je peux plus, en tout cas, me dire que je travaille pour, une somme d'argent qui me permet de vivre. En fait, j'ai toujours beaucoup trop travaillé de toute façon, mais avant, je travaillais pour les autres. Au moins, aujourd'hui, je travaille pour moi. Ça me permet de gérer mon temps, de faire comme je veux. Je peux gérer mes consultations, décider de prendre un jour de congé, une semaine, un mois, enfin bref, je m'organise comme je le souhaite et ça c'est très précieux aussi. Mmh. Parce que c'est pas seulement d'aimer ce qu'on fait,
mais c'est aussi d'aimer le temps qu'on peut sortir en fait pour soi, cette disponibilité qu'on peut avoir pour soi. Ça, c'est très précieux en tant qu'indépendant. Oui, mais est-ce que tu te la donnes vraiment, toi? Parce que si j'ai bien compris, tu as un conjoint qui a l'air de dire que tu t'en donnes pas assez, non? Selon son critère, Oui, selon le mien, c'est plutôt pas mal. d'accord. Regarde, je suis Oui, là avec toi tout à et on est fait, en pleine semaine. tout à fait, tout à fait. Bah, je te remercie beaucoup de me donner ce temps précieux. Je vais avec plaisir. Donc on est quand même toujours en début d'année là, puisqu'on est en début 2023. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avec, tout ce que tu as l'air d'avoir mis en place? Alors, on a bien compris que il y avait un des projets, c'était de mettre ta méthode en ligne. Ça, c'est ce qu'on te souhaite pour 2023? Ouais, ça serait bien. Ouais, ouais. Et à la fin de l'année 2023, ça y est, c'est en ligne et que ça serait chouette. Ouais. D'accord. Bon, bah, écoute, on te souhaite tout ça et puis plein d'autres choses, qui peuvent, te soutenir, t'accompagner et puis te donner toujours cette belle énergie pour continuer à accompagner toutes les personnes qui en ont besoin. Je te Merci, remercie Coralie. beaucoup Sophie, c'était très intéressant. J'ai appris quelques petites choses, j'espère que je ne serai pas la seule et puis, bah, si on veut te retrouver, ça va être sous la vidéo. Merci Merci à toi. beaucoup. Au Merci. revoir Sophie. Au revoir.